mais pas toujours. Nous sommes souvent sûrs de nous alors que nous avons tort, et un observateur objectif sera mieux capable que nous de détecter nos erreurs. Voici donc mon objectif quant aux conversations autour de la machine à café. J'espère améliorer votre capacité à identifier et comprendre les erreurs de jugement et de choix chez les autres, et, en fin de compte, chez vous-même, en proposant un langage plus riche et plus précis pour en discuter. Dans certains cas, au moins, un diagnostic précis incitera aussi à réagir pour limiter les dégâts qu'entraînent souvent les erreurs de jugement et les mauvais choix. Ce livre reflète mes connaissances actuelles en matière de jugement et de prise de décision, fruit de découvertes psychologiques réalisées au cours des dernières décennies. Mais le cœur du propos, si je cherche à en retracer l'origine, remonte, je crois, à ce jour heureux de 1969, où j'avais demandé à un collègue d'intervenir durant un séminaire que j'organisais au département de psychologie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Amos Tversky était considéré comme une étoile montante dans le domaine de la recherche sur la prise de décision, comme, à vrai dire, dans tout ce qu'il entreprenait. Aussi, étais-je sûr que nous passerions un moment intéressant. Les gens qui connaissaient Amos disaient souvent qu'il était la personne la plus intelligente qu'ils aient jamais rencontrée. Il était brillant, volubile et charismatique. Doué de plus d'une mémoire prodigieuse pour les blagues et de la capacité exceptionnelle de les convoquer à l'appui d'une thèse. On ne s'ennuyait jamais avec lui. Il avait alors 32 ans, j'en avais 35. Amos a parlé aux étudiants d'un programme de recherche en cours à l'Université du Michigan, visant à répondre à la question suivante: les gens sont-ils naturellement de bons statisticiens? Nous savions déjà qu'intuitivement, les gens sont de bons grammairiens. À 4 ans, un enfant se plie sans peine aux règles de la grammaire quand il s'exprime, sans avoir aucune idée de l'existence de ces règles. Les gens disposent-ils d'une intuition comparable pour les principes fondamentaux des statistiques? La réponse était oui, nous expliqua Amos, avec certaines nuances. Cela a donné lieu à un débat animé, et à la fin du séminaire, nous avons conclu que la réponse était peut-être plutôt non, avec des nuances. Amos et moi avions apprécié notre échange. Les statistiques intuitives nous semblaient un sujet intéressant, méritant que nous l'explorions ensemble. Le vendredi suivant, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner au café Rimon, repère favori des bohèmes et des enseignants de Jérusalem, et avons réfléchi aux moyens d'étudier les intuitions statistiques de chercheurs de haut niveau. Lors du séminaire, nous avions expérimenté que nos propres intuitions étaient déficientes. En dépit de nombreuses années d'enseignement et d'utilisation des statistiques, nous n'avions pas développé de sens intuitif quant à la fiabilité des résultats statistiques observés sur de petits échantillons de population. Nos jugements subjectifs étaient biaisés. Nous avions beaucoup trop tendance à croire des résultats de recherche fondés sur des démonstrations inadéquates et à ne pas rassembler assez de données dans nos propres recherches. Notre projet serait donc d'analyser si d'autres chercheurs étaient affligés du même défaut. Nous avons préparé une enquête, prenant appui sur des scénarios inspirés de problèmes statistiques réels qui surgissent pendant des recherches. Amos a recueilli les réactions d'un groupe d'experts qui participaient à une conférence de la Société de psychologie mathématique, parmi lesquels les auteurs de 2 manuels de statistiques. Comme nous nous y attendions, nous nous sommes aperçus que nos collègues experts, comme nous, exagéraient grandement la probabilité que le résultat original d'une expérience puisse être reproduit avec succès, même avec un échantillon modeste. Ils donnèrent également de piètres conseils à une fausse étudiante quant à la quantité de données qu'il lui fallait rassembler. Même les statisticiens n'étaient pas naturellement doués pour les statistiques. Alors que nous rédigions l'article qui faisait état de ces résultats, Amos et moi avions pris conscience que nous aimions travailler ensemble. Amos était toujours très drôle, et son humour déteignait sur moi. Aussi avons-nous passé des heures de rude labeur à nous amuser constamment. Grâce à cela, nous étions d'une patience exceptionnelle. Il est bien plus facile de viser la perfection quand on ne s'ennuie jamais. Mais surtout, c'est peut-être le plus important, nous laissions de côté notre arsenal critique. Nous étions tous deux, en général, aussi critiques qu'ergoteurs, lui peut-être encore plus que moi. Mais, durant nos années de collaboration, jamais nous n'avons rejeté d'emblée ce que l'autre avançait. De fait, une de mes grandes joies dans nos travaux communs
a été qu'Amos comprenait souvent plus clairement que moi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.